Bonjour et bienvenue au 13h de ce 27 mars 2024. Voici le sommaire. Dans un ordinateur défectueux, plusieurs pièces peuvent encore servir. C'est ce que nous apprend le dossier environnement de ce mercredi. Recycler des outils informatiques pour préserver l'environnement. Estelle Pazou nous en parle dans ce journal. Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, c'est une initiative portée par le gouvernement et l'Union européenne pour soutenir les entreprises béninoises. Quels en sont les tenants et aboutissants? Vous en saurez davantage dans un instant. Moment de spiritualité avec l'Église universelle, la restauration de la vision divine, la résurrection du Christ est célébrée à l'avance. Vivez les grands instants de la célébration avec Blaise Adampo dans ce 13h. En séjour au Bénin du 18 au 20 mars dernier, la Team Europe de l'Union européenne a visité certaines entités d'intérêt, à commencer par la zone économique industrielle de Glodjigbe. Les détails avec Jean Nombibé et Alessandra Jotan. Conformément à sa nouvelle dynamique de coopération, l'Union européenne se considère comme co-investisseur au sein des États partenaires. La délégation de l'équipe Europe de l'UE, avec en tête le directeur général des partenariats internationaux, est ici en visite à la zone économique industrielle de Glodjigbe. L'admiration pour la vision économique du chef de l'État est affichée sur les visages. La délégation va plus tard rencontrer les entrepreneurs béninois soutenus par différentes initiatives européennes. Epitech Bénin va servir de cadre à ces échanges. Courir toute la journée pour chercher des clients à travers le Bénin entier, ça demandait de la logistique, ça demandait énormément de fonds. Pendant qu'avec le digital, on peut le faire. Des échanges à bâton rompu sur le degré de satisfaction des bénéficiaires et l'impact de leurs entreprises. L'Union européenne soutient le développement énergétique. Elle a contribué au financement du Centre d'information et de coordination du WAP, le marché régional unifié de l'électricité de la CEDEAO, d'où cette descente sur le site à Bomekalavi. Une escale d'une heure faite de séances de travail et de visite des lieux. Absolument stratégique. Ces plans de développer son potentiel en énergie, et notamment en énergie renouvelable, son potentiel de production agricole, son potentiel en matière de textile et de coton. Donc, Global Gateway, en fait, est une réponse européenne de co-investissement dans ce genre de choix stratégiques. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait est fait dans une approche d'écosystème 360 degrés. Ça ne sert à rien de développer une économie si par la suite les gens ne peuvent pas en profiter. Les projets du Bénin en matière de formation technique et professionnelle ont été notamment abordés à l'étape de visite de Semen City. Les relations entre le Bénin et le Grand-Duché de Luxembourg sont au beau fixe, comme en témoigne l'accord de financement signé au ministère de l'Économie et des Finances ce mardi pour la réalisation de cet grand projet. 62 millions d'euros, soit environ 40 milliards et demi de francs CFA. C'est le montant de l'enveloppe mise à la disposition du Bénin sur la période 2022-2026 pour soutenir 3 secteurs prioritaires d'intervention comme la formation professionnelle, la finance inclusive et innovante et la digitalisation. Plus de détails avec Simon Vignon et Renaud Akapo. Le Bénin et le Grand-Duché de Luxembourg sont sur un petit nuage et la visite à Cotonou du vice-premier ministre Xavier Bettel en donne une belle illustration. Au ministère de l'Économie et des Finances, c'est un accueil chaleureux qui a ponctué l'arrivée de la délégation luxembourgeoise. Sur place, les deux parties ont signé la feuille de route de l'accord de coopération qui porte sur un financement d'une valeur de 62 millions d'euros, 40 milliards et demi de francs CFA, destinés à financer 3 secteurs prioritaires d'intervention comme la finance inclusive et innovante, la digitalisation et la formation professionnelle. Cette réunion ministérielle est l'occasion saisie par les deux parties pour explorer des pans entiers de cet axe de coopération. Pour Xavier Bettel, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du commerce extérieur, ministre de la coopération et de l'action humanitaire du Grand-Duché, le Bénin jouit d'une stabilité politique
et sa position géographique en fait une destination privilégiée, ce qui n'est pas le cas dans la sous-région ouest africaine. Et il est donc question de donner une nouvelle impulsion à cette coopération. En face de la délégation luxembourgeoise pour cette réunion de travail, 6 ministres du gouvernement béninois, avec en première ligne le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération, Romuald Wadagni, a rassuré ses hôtes quant à la détermination du Bénin à porter encore plus loin cette coopération. Bordé par la Belgique, la France et l'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg est une démocratie représentative et une monarchie constitutionnelle avec un grand-duc pour chef d'État. Avec une population d'environ 650 000 habitants, son économie dynamique en fait un des pays les plus riches et des plus prospères du monde, avec l'un des produits intérieurs bruts par habitant les plus élevés. Son économie, historiquement dépendante d'une puissante industrie sidérurgique, est aujourd'hui principalement centrée sur les activités financières favorisées par une fiscalité très avantageuse. Et dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, les États membres de la CEDEAO travaillent ensemble sur la mise en place d'un marché unique. Un règlement adopté depuis 2017 vise à harmoniser et réduire les frais d'itinérance sur les appels et SMS reçus par un itinérant au cours de sa visite d'un pays à un autre de la CEDEAO. La mise en œuvre n'est pas effective jusque-là, mais elle se dessine. Et c'est du moins l'avis de nos reporters Edmond Humbo et Marcel Arrossi. Lorsqu'ils sortent de leur pays, les citoyens de l'espace CEDEAO sont le plus souvent obligés de payer fort pour communiquer par appel, sauf ceux qui acceptent d'acheter une puce locale à chaque déplacement. Pourtant, depuis plusieurs années, la CEDEAO dispose d'un règlement relatif aux frais d'itinérance sur les réseaux mobiles. Et ça, c'est des situations inconfortables, surtout dans des pays où les frontières ont été artificiellement dessinées. 26 mars 2024, l'heure semble sonner pour un changement entre le Bénin et le Ghana. Les deux pays s'accordent à Cotonou pour la mise en œuvre du règlement communautaire. L'objet de la réunion qui s'ouvre ce jour correspond à un besoin réel, exprimé par nos populations et attendu par elles depuis longtemps. Une réduction drastique des frais d'itinérance est espérée à l'issue des travaux de Cotonou. Notre objectif, c'est d'éliminer toutes ces barrières et surtout de faire payer moins. Parce que dans le pays, quand vous visitez le pays, vous pouvez recevoir beaucoup de fils au même taux, tout comme si vous étiez dans votre pays d'origine. Donc c'était dans cet esprit. Et cela aussi contribuera, n'est-ce pas, à renforcer l'économie des deux pays. Parce que quand vous voyagez dans un pays, vous devez dépenser et tout. En octobre 2023, la question était réglée entre le Bénin et le Togo, puis en décembre de la même année, entre ces deux pays et le Mali. La communication comme vecteur de développement et d'intégration régionale, c'est encore possible. Et puisqu'on est dans la CEDEAO, l'actualité au sein de la communauté, c'est aussi l'élection présidentielle au Sénégal. Elle a été suivie de très près. Et dans le journal de 20h de ce mardi, un politiste donne ses avis sur l'issue du scrutin. Il a été élu, c'est la joie, mais les chantiers sont énormes au Sénégal. Vous avez au niveau social les problèmes de l'emploi pour la jeunesse. Oui. C'est un gros chantier, je ne sais pas comment il va régler ça. Au niveau social, économique, la vie est devenue très chère. Mais pas qu'au Sénégal, parce que nous sommes dans la même région et un peu partout, cette cherté de la vie, nous la sentons un peu partout. Donc, moi je dis, il a déjà donné en fait quelques lignes. C'est-à-dire le premier chantier, c'est essayer de réconcilier les Sénégalais. Sous-bassement, il a parlé de la lutte contre la corruption, parce que ça c'est un gros fléau qui empêche certaines actions en direction vers la jeunesse. C'est comme on le dit, c'est la réconciliation, c'est-à-dire il ne faut pas que lui persiste dans l'erreur de Macky Sall. Lui, il doit avoir une position de conciliateur. Parce que s'il rentre dans ce bras de fer encore avec Macky Sall, la même chose risque de lui arriver. Pour Sonko, il y a plusieurs hypothèses possibles. Soit Sonko attend, et peut-être d'ici septembre, d'ici vers la fin de l'Assemblée nationale, faire de nouvelles élections pour que Sonko passe à la tête de l'Assemblée nationale. Ou alors, comme il a dit, il va réduire les forces ou bien les puissances du président
équivalent pour donner plus de puissance, de capacité à d'autres personnalités comme un Premier ministre. Donc Sonko soit Premier ministre ou il va attendre pour être président de l'Assemblée nationale. Libéré de prison il y a près de 2 semaines, Bassirou Diomaye Faye est en passe de devenir le plus jeune président du Sénégal. Il a tenu sa première conférence publique le lundi dernier, le lundi 25 mars, date de célébration de ses 44 ans. Voici un extrait de ses propos. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Retour dans l'actualité au Bénin. Dans le cadre de la stratégie globale Gateway, le gouvernement et l'Union européenne ont procédé au lancement de l'initiative Investir dans les jeunes entreprises en Afrique. Et c'est un programme porté par l'équipe Europe qui vise à soutenir les entreprises béninoises en phase de démarrage, à lancer et à développer des activités durables et inclusives et à créer des emplois décents. Le point du lancement du programme avec Jean Ombimé et Ulvaeus Balogun. Elles font partie des principales sources d'emplois formels dans le monde. Les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, représentent au Bénin 98% de l'ensemble des entreprises et environ la moitié du produit intérieur brut. Malheureusement, elles ont du mal à croître de manière durable. Un problème qu'entend résoudre cette initiative, Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, IBA, mise en œuvre dans le cadre de la stratégie Global Gateway portée par l'équipe Europe. Global Gateway est une approche à 360 degrés qui va au-delà des infrastructures et vise donc à faire en sorte que les investissements puissent avoir le plus grand impact possible sur l'économie dans son ensemble. Pour ce faire, elles soutiennent des politiques et des réglementations qui améliorent le climat d'investissement et soutient les secteurs et acteurs clés en faveur d'une croissance durable et inclusive. Investir dans les jeunes et surtout dans les jeunes entrepreneurs n'est pas seulement un investissement dans leur futur et ambition, mais c'est également un facteur essentiel pour le développement économique inclusif du pays et la cohésion sociale et la stabilité. Cette Team Europe Initiative, c'est plus de 500 millions d'euros qui vont être déployés, 300 milliards de francs CFA en direction des entrepreneurs, en direction des entreprises ici au Bénin. Ce programme vient donc en renfort aux initiatives du gouvernement et entend soutenir les entreprises et les entrepreneurs au démarrage de leurs activités en vue d'une croissance durable, solide et inclusive. L'initiative que porte votre institution vient une fois encore témoigner de votre lecture objective des changements structurels, qualitatifs en cours au Bénin en vue d'assainir le climat des affaires et de transformer de façon durable et structurée notre économie. Que cette nouvelle initiative soit le terreau d'où émergera très rapidement, je l'espère, des champions nationaux, pourquoi pas internationaux. L'initiative IBA, Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, est actuellement mise en œuvre dans 7 pays africains, le Cameroun, l'Ouganda, le Sénégal, les Comores, le Nigeria, le Togo et bien entendu le Bénin. Si vous avez 1, 2 ou même 3 ordinateurs ou plus que vous n'arrivez plus à utiliser, ce reportage pourrait vous intéresser. Dans un ordinateur défectueux, plusieurs pièces peuvent encore servir. On y trouve aussi des métaux insoupçonnés. Mieux encore, le recyclage de ces outils informatiques contribue à la préservation de l'environnement. Ordinateur usé, déchets en or, c'est le dossier du jour avec Estelle Pazou. Tel un médecin, Moudjib ausculte dans les moindres détails cet ordinateur défectueux. Il y a la carte mère qui est dans ma main. La carte mère a un problème que nous allons détecter tout à l'heure.
S'il n'arrive pas à le réparer, il pourra en récupérer certaines pièces. Si la 4 ne marche pas finalement, il y a des composants que nous allons prélever là-dessus. Il y a les circuits d'alimentation, les circuits de son, les circuits de la vidéo que nous ne pouvons pas aller acheter dans une boutique. Dans son atelier, rien ne se perd. Les chiffonniers en savent quelque chose, qu'ils ne sont jamais bien loin. Ce sont eux qui récupèrent les débris pour une autre forme de recyclage. Spécialiste des systèmes informatiques, Noah est en phase avec Moudjib et les chiffonniers. Même quand il est hors d'usage, un ordinateur peut prêter vie à plusieurs autres. En réalité, dans un ordinateur, tout est intéressant. Tout est intéressant. Vous allez voir l'ordinateur composé de plastique, l'ordinateur composé d'objets durs, donc des composants électroniques, l'ordinateur composé aussi de fer. Donc, tout est intéressant, tout peut entrer dans un cycle de recyclage. Les jeunes passent de maison en maison et ils achètent les fers, c'est que les fers est compacté et ça peut permettre de produire peut-être d'autres objets de fer. Maintenant, quand c'est des objets électroniques, les plaquettes électroniques, vous allez voir ces plaquettes électroniques, les composants qui sont dessus sont composés de lithium, sont composés d'un certain nombre d'éléments. On peut les prendre, les fondre pour produire d'autres composants. C'est là que la sauvegarde de l'environnement prend tout son sens. Les déchets d'ordinateurs dans notre cadre de vie ont des effets néfastes. Quand je prends le cas des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'on les laisse dans l'environnement, ça se retrouve dans les décharges. Et dans ces décharges, on peut assister à des incinérations. Et comme ça, des substances dangereuses qui sont dans ces composants peuvent se libérer au niveau de l'atmosphère, tel que le plomb. Et vous savez que le plomb, c'est un ennemi de l'environnement. Le cadmium et autres, qui sont des substances dangereuses qui se trouvent dans des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et ces substances laissées dans l'environnement ont des impacts sur l'environnement, c'est-à-dire, comme on appelle, les plantes et consorts, et même l'espèce humaine. Pour limiter les dégâts, il est préconisé une gestion écologique des déchets d'équipements électriques et électroniques. Il ne faut pas laisser les déchets aller dans les décharges, il faut les collecter, il faut les transporter, il faut les stocker et maintenant aller vers les filières de valorisation. Vous savez, lorsque nous prenons l'ordinateur, à la phase de recyclage, on peut avoir aussi de l'or à des proportions données. Donc, si nous avons tous ces métaux précieux qui se retrouvent dans ces déchets, alors il nous faut alors nous organiser pour pouvoir avoir ces métaux précieux qu'on peut vendre et en faire des filières vertes. En attendant l'échelle officielle pour des conditions mieux adaptées, Moudjib et les chiffonniers font le recyclage à leur manière. Les objets récupérés ne sont jamais loin. Ouvrez l'œil, ils se retrouvent aussi sur vos tableaux et œuvres d'art. Parlons agriculture avec le projet agroécologie et système alimentaire durable en Afrique de l'Ouest. Ce programme veut travailler à un renforcement des acteurs capables de mener les pays vers des solutions pour éviter les répercussions de l'agroécologie sur l'ensemble des maillons des systèmes alimentaires. Une étude a été menée sur les trade-offs et les résultats ont été présentés suivant le reportage de Blaise Adambou. La souveraineté alimentaire ne pourrait se faire sans la sécurité sanitaire et nutritionnelle. Une affirmation, elle est à la base de la création de l'initiative Azadao. Donc, l'initiative Azadao, c'est l'agroécologie des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. Le programme a financé plusieurs projets, dont celui des trade-offs liés à l'agroécologie. C'est une expression qui veut simplement dire des compromis. Ce projet a mis en œuvre plusieurs activités qui méritent d'être partagées à mi-parcours dans un contexte actuel où les pays de la sous-région travaillent sur les stratégies nationales de souveraineté alimentaire pour certains et pour d'autres sur comment opérationnaliser leur stratégie nationale sur l'agroécologie. C'est dans ce cadre qu'ils se retrouvent les acteurs de la recherche et du développement. Le rendez-vous de Parakou a pour objectif de renforcer leurs connaissances en matière d'agroécologie. On espère bien pouvoir orienter la décision. Je pense qu'il y a Lionel qui l'a dit tantôt, déjà sur la question des semences fourragères.
C'est ce qui est recherché en fait dans la finalité. Cette initiative est la bienvenue pour nous, pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir échanger, pour pouvoir participer à la caractérisation des systèmes d'élevage qui feront vent dans le futur. L'initiative Azadao est en train de promouvoir des approches agroécologiques ensemble avec les différents acteurs pour pouvoir améliorer les systèmes alimentaires, particulièrement au niveau des chaînes de valeur lait et viande au Bénin. Au terme du présent atelier, actuellement, nous attendons de ces participants plus d'engagement dans les travaux et également la mise en œuvre de ces travaux-là sur le terrain. L'initiative Azadao a pour mission, entre autres, de coordonner des projets de recherche relatifs à l'agroécologie pour des systèmes alimentaires durables et renforcés en Afrique de l'Ouest. Les examens blancs du brevet d'études du premier cycle BEPC du baccalauréat ont démarré ce lundi 25 mars sur l'ensemble du territoire national. Allons dans le département du Borgou et notamment dans les centres de composition de la ville de Parakou pour constater le déroulement des épreuves. Ils sont face aux épreuves écrites du BEPC et du baccalauréat selon le cas, dans des conditions d'examen. Ces apprenants se familiarisent déjà avec les potentielles épreuves à venir lors de l'examen national. Chaque département organise donc et les instructions seront données, les résultats, les comptes rendus seront faits donc au ministère. C'est pour permettre à tout le monde donc d'avoir accès à l'épreuve, une bonne épreuve, et encore aussi de l'organiser dans de meilleures conditions, les vraies conditions de l'examen. L'épreuve est conçue par les CP et visée par les inspecteurs. Cela fait que les élèves sont évalués comme cela se doit. C'est ça l'objectif d'abord, de mettre les enfants comme si c'était vraiment de vrais examens. Toutes les dispositions sont donc prises pour le bon déroulement de cet examen blanc départemental. Les enfants sont un par table, les salles sont espacées, les surveillants étaient là, tout le monde était là à l'heure pour qu'on lance les examens. Les enfants avaient leur carte d'identité, ils étaient à l'heure et ils ont les feuilles des examens également pour bien composer, pour s'imprégner déjà de l'examen. C'est l'antichambre de l'examen de juillet qu'on est en train de passer. L'examen blanc est une phase qui consiste à jauger le niveau d'apprentissage du candidat. Cela permet de relever les insuffisances en vue de combler les lacunes. Programme de densification et de modernisation du réseau routier national décidé par le gouvernement béninois. Ce programme impacte les populations du Koufo. La route Dogbo-Madre-Lalo, longue de 21 km, sera entièrement bitumée. L'annonce fait des heureux à Lokoba, un arrondissement de Lalo et surtout au sein du bloc républicain. Eva Zomaon et Samia Tiabimane nous en parlent. Le programme d'action du gouvernement béninois 2021-2026 touche les populations du Koufo à travers le bitumage de la route Dobo-Madre-Lalo, longue de 21 km. Vu son importance, cette infrastructure, une fois réalisée, favorisera de meilleures conditions de transport des personnes et des biens. Le bloc républicain en est particulièrement conscient. Parce que ça va permettre à nos vaillantes femmes, à nos laborieuses femmes d'écouler surtout les produits commerciaux. Par ma voix, nous disons merci au président et de lui dire de ne pas nous oublier pour le reste. L'élan amorcé par le gouvernement ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Ce qui est annoncé en voie de terre, que vivement cela soit transformé en bitumage dans ce même projet en même temps. Les As, Azové, Ouégame, Kouedogli, Koulekame, Ouégame, Kejame, Toviklin, Lokoba soient également pris en compte. Le bitumage de la voie à Plakoué, des Paul Loncli, Atomé, à Godogui, frontière Togo, à Gouna, dans la commune de Djidja. Une liste non exhaustive. Les bénéficiaires sont également invités à l'observance de certains comportements lors du démarrage des travaux. La voie va passer sur des arbres, sur des maisons. Je voudrais appeler
toute la population à être collaborative afin que le travail soit bien fait. Collaborer dans le sens de libérer les voies car les engins seront mis pour qu'on ait moins d'accidents sur notre voie afin que tous ceux qui ont vu le lancement puissent voir la fin. En attendant le lancement des travaux proprement dit, Christophe Fayon, le natif de Lokoba et les siens, salue cette décision salvatrice du président Patrice Talon. À l'Église universelle de la restauration de la vision divine, la résurrection du Christ se célèbre plus tôt. Les fidèles sont venus de tous les horizons pour le culte annuel et cette année, c'est dans la salle rouge du Palais des Congrès que s'est déroulé ce moment de spiritualité que nous raconte Blaise Adango. À l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, la Pâque se célèbre. Les fidèles viennent rendre gloire et honneur à Dieu. Ils demandent la grâce de Dieu sur leur vie. Pour leur faire comprendre le sens et la portée de la Pâque, le prophète Olanéen Justin a délivré un message sur le thème « La Pâque Jésus-Christ ». La Pâque autrefois était célébrée avec le versement du sang des moutons. C'est Jésus-Christ qui est venu véritablement nous sauver de la loi du péché. C'est pourquoi en lui aujourd'hui nous sommes saints, nous sommes justifiés et puis voilà, nous n'avons plus de péché. Le message, il est bien compris par les fidèles. Je rends grâce à Dieu de m'avoir sauvé parce que ce n'est pas un mérite, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que mes frères et sœurs qui cherchent Dieu, mais qui sont dirigés ailleurs, que Dieu les ramène à lui. Le message à retenir est clair, il faut que chacun d'entre nous quittons l'idolâtrie. Il faut quitter l'idolâtrie parce que tant que tu resteras dans l'idolâtrie, tu ne pourras pas célébrer ces moments de joie avec ton Dieu. Jésus-Christ n'est pas un Dieu étranger à la terre noire. Jésus-Christ n'est pas un étranger à la terre noire. Jésus-Christ, il est des nôtres et il est venu et nous l'avons rejeté en temps, mais il nous a fait encore la révélation aujourd'hui de s'enseigner à nous davantage par sa grâce et nous permet de le comprendre, de le discerner et de le pratiquer. C'est une grâce et cette grâce qui nous donne la vie, qui nous donne l'abondance dans tout ce que nous faisons au quotidien. Après la prédication, les fidèles ont prié pour que la nuit du grand sabbat soit celle des solutions à leurs problèmes. Ils ont ensuite pris la Sainte Seine. La Pâque aujourd'hui que nous célébrons, qui est la Pâque Jésus, au travers de la Sainte Seine, nous remarquons qu'effectivement nous sommes délivrés parce que lorsque vous croyez en la parole de Dieu, vous avez déjà la délivrance. Et pour confirmer cette délivrance dans votre vie, Dieu nous permet de passer par ce repas symbolique. Le culte de Pâques à l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, c'est aussi des témoignages poignants sur les miracles opérés par Dieu dans la vie des fidèles. L'interactualité à présent avec Ghislain Pouguet. Les députés togolais adoptent une nouvelle constitution, changeant l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire, le Parlement ayant désormais le pouvoir d'élire le président de la République. En France, le RAID, l'unité d'intervention spécialisée de la police nationale, participe à une simulation d'attaques terroristes grandeur nature pendant les JO. Quelques 200 effectifs de l'unité d'élite sera mobilisés chaque jour, dont une centaine lors de la très sensible cérémonie d'ouverture sur la Seine. Pendant ce temps, Emmanuel Macron visite le parc amazonien de Guyane dans une zone reculée de l'Est à Camoli, avant de se rendre au Brésil. Le chef de l'État français est allé mardi à Kourou pour donner de nouvelles perspectives au centre créé il y a 60 ans par le général de Gaulle. L'implication présumée de 4 Tadjiks dans le massacre de Crocus City Hall, près de Moscou, a jeté un nouveau coup de projecteur sur la menace djihadiste venant d'Asie centrale, région frontalière de l'Afghanistan, pourvoyeuse régulière d'hommes pour le groupe État islamique EI.
L'attentat ayant fait au moins 139 morts, revendiqué par le groupe État islamique au Khorasan, a dès lors secoué la société tadjike. C'est une grande tragédie pour notre pays, déclare Daniel Rustamov, un musicien de Douchambé, craignant que tout le peuple tadjike vivant en Russie va souffrir à cause des actions de ces criminels. Dans le sud du Mexique, environ 2000 migrants cherchant à rejoindre les États-Unis défilent à l'occasion de la Semaine Sainte pour dénoncer la cruauté des politiques d'immigration. Cette manifestation appelée le chemin de croix du migrant a lieu chaque année depuis 2010 dans l'État du Chiapas. C'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.